et merci d'être venu à cette première Composer, la première conférence sur Composer. Donc du coup, on va commencer par une petite présentation. Alors qui je suis? Du coup, il faut me mettre devant. Pas d'image. Donc du coup, moi je suis Maxime Lafessa. Je travaille chez Terracode depuis maintenant 7 mois. Vous avez déjà pu croiser Charles qui est présent, qui est lead développeur chez Terracode. Louis également, qui est bottom développeur. Pour ma part, moi je suis middle développeur chez Terracode. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Composer. Qu'est-ce que c'est que Composer? C'est un gestionnaire de paquets ou un gestionnaire de dépendance. Donc, vous savez, j'ai commencé par les deux mots un peu compliqués. Donc qu'est-ce que c'est qu'un paquet? Qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de paquets? Donc un paquet, c'est un bout de logiciel qui a été créé et qui a été déposé sur un dépôt. Donc ce bout de logiciel, ce composant, a été donc mis sur un dépôt. Je reviendrai après, je ferai un exemple avec Packagist. A été mis sur un dépôt et on a établi les compatibilités et les incompatibilités de ces dépôts par rapport à d'autres composants, par rapport à un environnement de travail. De l'autre côté, donc, on a un gestionnaire de paquets qui permet justement de récupérer ces paquets-là, donc, comme Composer le fait. Ce gestionnaire de paquets permet justement d'installer, de mettre à jour, ou bien de désinstaller et de vérifier surtout la compatibilité des composants entre eux. Donc tous ces paquets-là sont mis sur un dépôt et sont récupérables via un gestionnaire de paquets, donc comme peut le faire Composer. Donc vous allez me dire, des gestionnaires de paquets, il peut y en avoir plusieurs. Il y a Yum, il y a APT. Et Composer, lui, permet justement de gérer les paquets en PHP. À la différence de Yum et de APT, est basé vraiment sur une gestion par projet des paquets et des dépendances. Donc par qui ça a été créé Composer? Globalement, c'est un chiffre approximatif, il y a 3 créateurs à Composer. Donc il y a Nils Aderman, il y a Jordi Boggiano, et le troisième troisième créateur, donc j'y viendrai après. Donc Composer, ça a été inspiré globalement et fortement de NPM pour Node et de Bundler pour Ruby. La première version est sortie le 1er mars 2012. Et le troisième créateur, eh bien en fait c'est les utilisateurs. C'est un projet qui est open source. Donc il y a eu beaucoup de contributeurs à ce projet-là depuis 2012, depuis sa sortie. Et il continue encore d'évoluer aujourd'hui. D'ailleurs, Nils Aderman qui continue de travailler sur le projet et surtout sur Packagist en ce moment. De son côté, Jordi, lui, travaille chez TeamUp, une autre entreprise. Donc pour l'installation de Composer, c'est relativement simple, ça se fait en une seule ligne de commande. On fait appel à curl, donc on récupère justement un paquet sur un site web, on l'installe, et une fois que c'est installé, avec cette simple ligne de commande-là, on peut y accéder via cette commande, php composer.phar, suivi du nom de la commande. Donc les commandes, il en existe plusieurs, je pourrais passer rapidement après dessus. Et si on veut, pour plus de simplicité, on peut déplacer cette installation, le composer.phar, dans le dossier user local bin, ce qui permet de pouvoir appeler la commande juste avec l'alias composer. La première commande à voir, c'est la commande require. C'est la commande qui nous permet de récupérer les paquets sur les dépôts. Donc, composer require se comporte de cette manière-là. Donc, on fait appel à la commande composer require suivie du nom du paquet sur le dépôt. Donc, depuis tout à l'heure, je parle de dépôt. J'ai évoqué Packagist. Et donc, Nils Aderman continue lui de travailler sur Packagist. Donc, voici le logo, le petit éléphant de PHP donc, dans une boîte. Donc, Packagist, je vais essayer de faire une petite démo de comment ça fonctionne. Donc déjà, dès qu'on arrive sur Packagist, la première info qu'il nous donne, c'est comment installer Composer. Donc ils sont vraiment liés l'un à l'autre. Globalement, Packagist, c'est un moteur de recherche qui nous permet de retrouver les paquets. Donc si, par exemple, nous, chez Terracode, on travaille avec CakePHP. Si je cherche un module, pour CakePHP, donc peu importe lequel, je fais une recherche sur le nom du paquet ou une fonctionnalité en particulier. Et quand j'arrive sur la page, la première info que Packagist nous donne directement, c'est la commande require en fait. Cette commande-là, donc si on la récupère, on l'exécute avec Composer, on récupère instantanément le paquet. La version la plus stable qui est actuellement en production. Sur Packagist, on a beaucoup d'informations différentes qui sont présentes. Donc on a la page GitHub, si besoin, si on veut récupérer le projet, faire un fork, récupérer des informations différentes. Pardon. On a les prérequis également pour l'installation dans notre projet.
vu que CakePHP se base, Composer pardon, se base donc sur les paquets qui sont dépendants et compatibles surtout entre eux. Dans Packagist, on a renseigné justement les informations qui sont nécessaires à la compatibilité des projets. Et si on regarde un petit peu sur le côté, donc sur la droite, on a la liste des tags en fait. Donc sur Git, on a la notion de branche et on a la notion de tag. La notion de tag permet justement de définir les versions dans Packagist. Et si on remonte de version en version, on peut voir que les prérequis pour un projet différent sont différents selon les versions. Donc ça nous permet de trouver le composant, le paquet qui est compatible avec notre projet et notre environnement de travail. Globalement aussi sur Packagist, il y a une documentation qui est faite rapidement pour l'installation. C'est pas la page du projet, donc si on veut accéder aux données, on peut y aller via GitHub. Mais Packagist permet justement de récupérer facilement toutes les données sur les paquets. Une fois qu'on a réussi à récupérer notre paquet, donc avec Composer, il faut comprendre aussi comment fonctionne Composer. Donc j'ai 15 minutes ici pour vous expliquer juste les fondamentaux et vous donner rapidement les clés de lecture des deux fichiers qui sont générés par Composer. Une fois qu'on a Composer dans notre dossier, dans notre projet, on a un premier fichier qui s'appelle composer.json et un deuxième fichier qui s'appelle composer.log. Ces deux fichiers travaillent ensemble. Donc j'expliquerai donc, juste après les deux commandes principales qui sont composer install et composer update et leur fonctionnement. Pour le fichier composer.json, donc je vais vous montrer un exemple. Donc il existe ce site-là que j'aime beaucoup, c'est composer.json.jollycode.com, qui est une documentation en one page pour Composer. On a toutes les informations nécessaires pour l'installation, il nous donne les informations pour chacune des commandes. C'est pas poussé à 100%, mais ça nous donne une première lecture et un premier accès pour pouvoir prendre en main Composer assez facilement. Et donc du coup, je vais m'attarder sur la structure du fichier composer.json et surtout sur deux parties. Donc on peut voir qu'on a beaucoup de champs qui peuvent être renseignés, des informations sur le projet, sur l'environnement, sur la configuration, et surtout sur la notion de require. Quand on a fait appel à la commande donc require, qu'on a vu tout à l'heure, dans notre fichier composer.json, on va stocker ces informations-là. Sur le projet qu'on va récupérer, on peut spécifier, donc là ici on peut voir directement dans la notion de require, que la personne récupère le paquet monologue avec la version 1.0.étoile. Juste en dessous, la version, il spécifie @dev ou la notion stable. Pour pouvoir lire ce fichier composer.json, on a besoin de certaines clés de lecture. C'est-à-dire que dans ce cas-là, donc dans le cas de stable, la personne a demandé à récupérer le paquet, mais a demandé à récupérer une version stable du paquet, avec sa version stable, avec ses versions de ses autres composants. Si je reviens sur les clés de lecture, hop. Sur les clés de lecture, hop. Pour pouvoir lire justement le versionning. Donc, si on spécifie le numéro de version exact, on récupère vraiment ce numéro de version-là. On peut demander, lors de l'installation, à récupérer les paquets qui sont supérieurs, strictement supérieurs ou égaux à une version spécifique. Ou alors, on peut dire, prends la dernière version. Si par exemple, j'utilise la notion donc de tilde, qui est là, j'autorise uniquement le dernier digit de ma version à être modifié. C'est-à-dire que je vais récupérer toutes les versions, donc dans ce cas-là, entre les versions 1.3.2 et les versions inférieures, strictement inférieures, à la version 1.4, c'est-à-dire jusqu'à la version 1.3.9. Sinon, on peut utiliser la notion de l'accent circonflexe, qui permet de spécifier qu'on accepte toutes les modifications, excepté si c'est une modification majeure. C'est-à-dire que si je spécifie donc avec l'accent circonflexe, j'autorise le deuxième et le troisième digit à être modifiés, mais pas le premier, pas l'évolution majeure. Donc ça c'est pour pouvoir lire la notion de require dans le composer.json, et on peut pousser plus loin également cette notion-là. Donc si je reviens sur l'exemple qu'on a ici, la personne a spécifié dans son fichier composer.json qu'elle voulait récupérer un commit, donc on a dev-master suivi d'un numéro de commit qu'on peut récupérer dans Git. Donc là, je peux vous renvoyer à la presse de Charles sur
sur GitHub. Et donc du coup, la personne récupère un commit spécifique sur la branche du dépôt, sur une branche spécifique du dépôt. Donc on peut vraiment spécifier un paquet à un instant T précis. La deuxième partie que je voudrais aborder rapidement donc, sur le fichier composer.json, ce sont les hooks. Dans le fichier composer.json, on peut inclure des scripts. Donc, dans les scripts, et nous on s'en sert dans nos projets, on peut configurer des commandes qui vont s'installer à un moment précis. Donc par exemple, la première commande ici, quand je vais faire appel à la commande composer install, le script que j'aurais mis donc, dans cette configuration de préinstall commande vont s'exécuter avant l'installation. Pareil, je peux en spécifier pour après l'installation. Donc pour ça, je vais utiliser un projet que nous on utilise en interne, sur le projet DeckGenius. On a mis en place des scripts. Je ne sais pas si c'est suffisamment... Ouais. Comment on zoome déjà dessus? Comme ça. Hop, voilà. Donc par exemple, nous, on a défini des scripts qui vont s'installer avant l'installation, qui vont s'exécuter avant l'installation et après l'installation. Ça nous permet d'automatiser en fait le déploiement de nos applications et de dire, par exemple ici sur ce post-install commande, on va exécuter toutes les migrations, c'est-à-dire qu'on va installer la base de données, effectuer toutes les modifications qu'il y a à faire dans les bases de données dès qu'on déploie ou redéploie une application. Et on va exécuter également les seeds. Donc du coup, ça nous permet de pouvoir déployer l'application en une seule ligne de commande. On fait composer install, ça installe la base de données, toutes les données qu'il y a dedans, et si besoin derrière d'autoriser des droits spécifiques, comme par exemple ici, avant l'installation, on autorise les droits d'exécution sur la commande bin/cake pour pouvoir ensuite y faire appel. Alors, on peut vraiment tout faire. Pareil, on s'est servi également des scripts pour pouvoir configurer des commandes. Par exemple, dans notre projet ici, on utilise la commande composer_check. Ici, on va pouvoir définir que la commande composer_check doit exécuter la commande test, qui est définie plus bas. La commande test va lancer tous nos tests unitaires. Et ensuite, on va lancer la commande CS_check, qui va lancer un PHP-CS pour vérifier notre code. Ce script-là, quand nous avons mis en place, on a pu l'intégrer à CircleCI, qui nous permet, lors de nos déploiements, de pouvoir faire ces tests directement. Ça nous permet d'empêcher le déploiement d'une application dans laquelle un test unitaire pourrait ne pas passer. On a tout automatisé. Pardon. Le deuxième fichier sur lequel je voudrais passer, que Composer génère, c'est le fichier .loc. Donc, il y a le premier fichier qui est composer.json, dans lequel, dès qu'on utilise la commande require, stocke les restrictions de version entre lesquelles on veut récupérer les paquets. De son côté, le composer.loc, il fonctionne un petit peu différemment. C'est-à-dire que ici, dans ce projet composer.json, par exemple, si je prends ici cette ligne-là, donc on a récupéré le paquet mobile detect lib. Et on lui a dit, on veut une version qui soit au moins égale à la version 2.0. Et ensuite, on a spécifié étoile pour lui dire ta carte blanche globalement sur le numéro de version que tu veux utiliser. Une fois que j'ai installé ce projet-là, quand j'ai fait appel à la commande composer install, ça m'a généré un fichier composer.loc. C'est-à-dire que si j'ai développé l'application, j'ai rajouté ce composant. Moi, je l'installe de mon côté. Quand je vais transmettre mon projet à mon collègue, pour qu'il ait exactement la même version que moi, ça va générer le fichier composer.loc. Donc si je vais dans le fichier composer.loc et que je cherche justement ce paquet, donc mobile detect lib, il va me dire que l'installation qui a été faite sur mon poste, c'est cette version-là, la version 2.8.25. L'avantage, c'est que si je file ce fichier composer.loc à mon collègue, s'il fait un composer install, ça va récupérer exactement la même version que lui. Même si le composer.json dit prends la version 2.étoile, ça va installer vraiment la même version que mon collègue. Ça évite les effets de bord, ça évite d'avoir des problèmes au niveau de
du partage de projet. Le rôle du composer.log, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire qu'il va stocker l'installation, la version de l'installation exacte qui a été installée. Si votre collègue décide de ne pas prendre le composer.log et fait une install, ça va lui installer peut-être une autre version que celle-ci. Il va vous envoyer un bout de code en code review pour le vérifier. Vous allez vérifier ce code-là, vous n'allez pas avoir d'erreur, mais derrière, vous pouvez très bien avoir des effets de bord avec ce qui a été développé avant. Donc du coup, le fichier composer.log, il a vraiment une grande utilité pour éviter d'avoir les effets de bord au niveau des code review et des problèmes d'instabilité. Un point que je voudrais aborder, et du coup c'est une ambiguïté que nous on a eu en interne, et on a eu des soucis là-dessus, entre guillemets des soucis. C'est-à-dire que nous on a surnommé ça le composer upgrade. C'est pas une commande qui existe. En fait, il y a une ambiguïté entre le composer install et le composer update. En fait, le update fonctionne plus comme un upgrade. Mais je vais expliquer plus en détail comment fonctionnent ces deux commandes pour éviter d'avoir des erreurs. C'est-à-dire que Louis, ici présent, et moi-même, on a déjà eu le tour. C'est-à-dire que sur une application qui est en prod, on se trompe. Plutôt que de faire un composer install, on fait un composer update. Et là, on a l'application qui pète dans tous les sens. Donc globalement, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on fait un composer install et un composer update? Et bien, quand on fait un composer install, on va vérifier dans un premier temps l'existence du fichier .log. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir s'il y a déjà eu une installation faite avec des versions pré-spécifiées pour les paquets installés. Si ça existe, alors du coup, on va installer des versions spécifiées dans le fichier .log. On ne va pas chercher à prendre la dernière version qui a été stable, on va vraiment prendre la version spécifique que le collègue a utilisée. Par contre, si quand on fait un composer install, le fichier .log n'existe pas, dans ce cas-là, composer install exécute un composer update. Et là, c'est complètement différent. En fait, ça regarde le fichier JSON. Dans le fichier JSON, on a donc, vraiment, si on a associé 2 points étoiles, le collègue a installé la version 2.8. Moi, ça va peut-être me récupérer la version 2.9. Ça récupère donc du coup les dernières versions en fonction de cette restriction-là. Ça les installe, et une fois que c'est installé, là, ça génère le fichier .log. C'est-à-dire que le composer update, on peut se dire, tiens, j'ai rajouté un nouveau paquet sur mon site en prod, je veux juste rajouter ce paquet-là, je vais faire un update. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Le update, en fait, il fait vraiment une réinstallation de tous les paquets en fonction de la restriction qu'on a mis. Ouais, j'ai peut-être été un petit peu rapide. Bon, c'est bon, c'est nickel. Bon. Ah, voilà. Donc du coup, j'espère que j'ai été clair dans ces 15 minutes. Si vous avez des questions. Oui, tout à fait. En fait, dans le cas d'une installation, de composer install, si dans le fichier .log, le paquet spécifié qu'on a rajouté en plus n'existe pas, là du coup, il va refaire une installation et mettre à jour le fichier .log. Oui. C'est quoi que je peux C'est la vie. C'est Composer qui va générer le JSON lui-même. Des questions? Je vous remercie à tous de m'avoir écouté.